Hi everybody, today is Monday, January 19, Bonjour à tous. 2026, and our dear friend Paul Aujourd'hui, Craig nous sommes le Roberts is here lundi with us. 19 Welcome, janvier Paul. 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec Paul, nous. let me start Bienvenue with Paul. the situation Merci in Nima. West Asia. Paul, And it seems permettez-moi that de the commencer par la shadow of situation war en is Asie de still l'Ouest. here and Il semble que l'ombre de la something's guerre happening soit in the foreign toujours policy of the présente United States et and qu'il se something passe is quelque getting chose dans la politique really étrangère out des of États-Unis, in my opinion, out quelque of chose control. qui, à mon And avis, those people devient totalement who are incontrôlable concerned about pour ceux qui end this s'inquiètent des war. guerres sans fin. How do you still Voyez-vous do you toujours still une guerre entre see l'Iran the et les war between États-Unis Iran se and the United profiler? States happening? And Et what quelle est... is we know Nous that savons que you vous soutenez Donald Trump, support Donald que Trump, vous you avez voted for voté pour Donald Donald Trump, Trump et you que vous were espériez que hoping l'administration the Trump ferait quelque sort of chose de différent de ce que nous avons vu sous l'administration Biden. the administration under the Mais Trump quelle est la under finalité Trump au will do Moyen-Orient? something different from what we've seen from Quelle est Biden votre administration. compréhension de ce But qui se passe? what is the end game in the Middle East? What is your understanding of what's going on? Well, Nima, to be quite honest, I don't Eh bien, clearly Nima, pour être understand tout à fait honnête, what's je ne going on. comprends pas très bien ce qui se There's several passe. reasons for that. Il One, y a of course, plusieurs is that raisons à cela. Trump says L'une, something bien different every day. sûr, c'est que Trump dit quelque The other chose day, de I read différent that chaque he had jour. decided L'autre on his jour, j'ai own lu qu'il avait not to décidé de son attack propre chef de ne Iran. pas attaquer And l'Iran, today I read et aujourd'hui, he j'ai had lu qu'il threatened les with avait regime de change. nouveau menacés d'un changement de Well, regime régime. change Eh is bien, un an changement de action. It's régime, an attack. c'est une action américaine. It's just C'est using une the attaque. Iranians Cela to consiste do the work simplement instead à of utiliser des Iraniens American pour troops. faire le travail à la So place where des does it troupes stand? américaines. It Alors, looks to où me en like est-on? Il me semble que chaque American président president américain du in the XXIe 21st siècle century a servi les intérêts d'Israël au Moyen-Orient en supprimant les obstacles à l'expansion israélienne, à la réalisation du Grand Israël. L'Irak n'existe plus, la Syrie n'existe plus, la Libye n'existe plus. Iraq is gone, Syria is gone, Libya is gone. There are practically no Arab countries left except a few Il ne reste pratiquement plus de oil pays emirates, arabes, which are à part essentially quelques émirats pétroliers, qui sont essentiellement des cités-États. And we know that Et nous savons que Netanyahu Netanyahou a déjà convaincu le président Trump d'attaquer l'Iran. to attack Nous savons aussi que Iran. Netanyahou et And we l'État know israélien that, ont l'Iran dans Iran leur ligne de and mire. the Israeli Ils veulent state, que l'Iran disparaisse, have a d'une target manière ou on d'une Iran. autre. They want Iran Alors, gone one pour way répondre à or votre the other. question, Trump So, va-t-il in les answer to attaquer? your question, Cela dépend. Si is lui Trump et going to Israël fight him peuvent se against débarrasser de l'Iran autrement, he and Israel par can get exemple, rid of en Iran suscitant in des a different way. manifestations dans les rues, Say en faisant by, passer des armes pour tirer sur les policiers forming, iraniens, en provoquant des violences et en déstabilisant la situation, alors ils n'ont pas besoin d'une attaque militaire. Si cela ne fonctionne pas et qu'ils ne parviennent pas à leur fin de cette manière, ils disposent de l'option militaire. Ils peuvent aussi compter sur la possibilité que le président iranien ne soit tout simplement pas un homme assez fort. of the Iranian president just not being a strong enough man. You may know Gilbert Dr. Rowe regards Tu le sais the Iranian peut-être, Gilbert. president as Le a Dr. leader Rowe who wants considère le to président iranien comme un faible qui cherche à apaiser Washington, qui veut s'entendre avec Washington. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou non. En Occident, nous ne pouvons obtenir aucune information fiable sur les cibles des États-Unis et d'Israël. Lorsqu'un pays est pris pour cible par les États-Unis ou Israël, tout ce que nous recevons, c'est de la propagande qui renforce l'idée qu'ils sont d'une manière ou d'une autre des ennemis avec lesquels nous devons composer. Il n'y a donc pas de véritables informations nous permettant de porter un jugement sur ce qui pourrait se passer. Il faut disposer d'informations, et les seules que nous recevons sur l'Iran sont biaisées. Ce sont des informations orientées, destinées à justifier tout ce que Washington et Israël décident de faire. Whatever Washington and Israel decide to do. Yeah. Paul, do you believe Paul, that penses-tu que l'une des the- principales one of the raisons main de cette reasons attaque of est, this, disons-le attack ainsi, is- à quel let's point put ce it qui se this way, passe how entre much l'Iran what's et les going on États-Unis in the case of Iran est and lié the à United Israël States et à ce que is Netanyahou related exige? to Israel. Et dans quelle mesure what cela est-il Netanyahu is lié aux gens aux demanding. États-Unis? Ces How néoconservateurs, much of it
ceux qui tirent les ficelles en coulisses. On a l'impression que peu importe pour qui tu votes, que tu votes pour Joe Biden ou pour Donald Trump, c'est toujours le même type de politique. Et rien de différent n'en sort jamais. Eh bien, Nima, je répondrai que je pense que la majeure partie de tout cela est en faveur d'Israël. Cependant, les néoconservateurs conservent leur doctrine d'hégémonie américaine sur le monde, et ils considèrent tout effondrement de l'Iran comme un moyen de renforcer leur capacité à déstabiliser la Russie. Il y a donc cet aspect-là. Si l'Iran s'effondre, cela facilite l'envoi de djihadistes par la CIA dans la Fédération de Russie. Et une fois sur place, ils peuvent semer toutes sortes de troubles parmi les minorités ethniques à l'intérieur de la Fédération. Tu te souviens que nous avions réussi, il y a quelques années, à pousser les Tchétchènes à la rébellion. Il y a donc beaucoup de populations musulmanes dans la Fédération de Russie, et c'est une voie que les néoconservateurs peuvent exploiter pour exercer des pressions. Je suis également convaincu que l'effondrement de l'Iran affaiblirait les BRICS et rendrait probablement impossible la nouvelle route de la soie chinoise, car quel que soit le régime qui remplacerait l'actuel en Iran, il bloquerait le passage. Il ne sera pas capable de relier tous les éléments, et donc les enjeux pour la Russie et la Chine sont très élevés. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, car ils ne semblent prendre aucune mesure pour protéger leurs intérêts. En d'autres termes, l'Iran constitue un important tampon pour la Russie contre l'infiltration. C'est un élément majeur des BRICS. Si les Américains et les Israéliens le font basculer, ce sera un coup porté à la crédibilité de Poutine et de la Russie, et cela affaiblira les BRICS. L'Iran est également un tampon protégeant la nouvelle route de la soie chinoise, car il se trouve en plein cœur de ce territoire. Donc, si l'Iran tombe, la nouvelle route de la soie chinoise et toutes les ambitions de la Chine peuvent être bloquées. Je suis convaincu que les néoconservateurs à Washington en sont conscients. Par conséquent, ils encourageront toute forme d'attaque américano-israélienne, qu'il s'agisse d'un changement de régime, d'une action militaire ou de bombardement. Tout ce qu'il faut pour provoquer l'effondrement de l'Iran, car cela ouvrirait alors la voie à la restauration de l'hégémonie américaine. Si la Russie est affaiblie et s'effondre, le seul pays restant serait la Chine. Et la Chine, bien sûr, se retrouverait isolée, et ses projets de construction d'alliances commerciales seraient brisés. Donc, pour répondre à votre question, il est clair que l'élément israélien en est le moteur, et que les néoconservateurs l'exploitent, ou en sont eux-mêmes les instigateurs, dans ce but plus large. Pour les néoconservateurs, il ne s'agit pas seulement d'éliminer l'Iran comme obstacle au Grand Israël. Il s'agit aussi de supprimer l'Iran comme zone tampon pour la Russie, pour les BRICS et pour la nouvelle route de la soie chinoise. Penses-tu que Donald Trump se soucie des personnes qui ont voté pour lui et qui voulaient quelque chose de différent? Ou bien estime-t-il que puisque c'est son dernier mandat, il peut faire tout ce qu'il veut? Les personnes qui le soutiennent, ses donateurs, sont-elles plus importantes pour lui que les électeurs qui l'ont porté au pouvoir? Eh bien, je ne pourrais pas dire à quel point il se soucie de ses partisans par rapport à l'importance qu'il accorde aux Juifs en Israël. Il est clairement extrêmement attaché à Israël. Néanmoins, Trump sait qu'il doit faire quelque chose pour sa base, sinon il sera isolé, compte tenu de toutes les positions inhabituelles et imprudentes qu'il a prises, comme voler un territoire à un membre de l'OTAN et kidnapper un chef d'État et son épouse. Ce sont des comportements plutôt extrêmes qui, sans aucun doute, inquiètent beaucoup de gens. Il doit donc faire quelque chose pour le peuple, et il l'a fait. Souvenez-vous,
Il a libéré les manifestants du 6 janvier, tous accusés à tort et emprisonnés simplement parce qu'ils exerçaient leur droit au premier amendement. Simply because they exercised the First Amendment. We know he is showing his determination. Nous savons qu'il montre sa détermination à expulser les immigrés illégaux. Il se concentre principalement sur les éléments criminels. Ces immigrés illégaux ne sont pas tous des criminels, loin de là. Mais il existe parmi eux de très puissants gangs criminels qui infligent beaucoup de souffrance aux citoyens américains. Il se concentre donc sur l'expulsion de ces personnes et il tient tête à l'opposition des démocrates, comme le gouverneur du Minnesota et le maire de Minneapolis. En fait, le ministère de la Justice les enquête pour le crime d'entrave aux agents fédéraux. Il fait donc certaines choses positives et a obtenu quelques résultats. Mais d'un autre côté, il a aussi fait beaucoup de choses mauvaises et dangereuses. Donc, ce n'est pas une personne que l'on peut décrire d'une manière ou d'une autre. Il essaie en partie d'améliorer la situation. Vous savez, il a supprimé la politique DEI qui était en place depuis 60 ans, laquelle discriminait explicitement les hommes blancs en raison de leur race et de leur genre. Cela durait depuis 60 ans. Il a mis fin à cette politique, ou du moins à son soutien officiel par le gouvernement. La politique continue car elle est institutionnalisée. Et il faudrait des décisions de la Cour suprême pour y mettre fin, puisqu'elle est en totale contradiction avec le 14e amendement de la Constitution et avec la loi sur les droits civiques de 1964, qui interdit explicitement les quotas raciaux ou toute forme de privilège fondé sur la race, le genre ou la croyance religieuse. Et pourtant, nous avons eu ce privilège instauré par l'EEOC, l'agence de régulation habilitée à rédiger les règlements mettant en œuvre la loi sur les droits civiques de 1964. La personne qui rédigeait ces règlements a estimé que les tribunaux se référaient toujours à l'autorité réglementaire, et il a donc dit « Je peux renverser le sens de la loi et la mettre en œuvre en imposant des quotas ». Ils ont appelé cela la discrimination positive. Il a donc réussi à le faire, et rien n'a été entrepris. Eh bien, si le ministère de la Justice parvient d'une manière ou d'une autre à porter une affaire jusqu'à la Cour suprême, et que celle-ci finit par juger que cela est incompatible avec le 14e amendement, que cela contredit le texte même de la loi, et que tout cela est réglé, alors il aura rétabli l'égalité devant la loi. C'est un immense accomplissement. Un immense accomplissement. Nous ne pouvons donc pas le rejeter comme un fanfaron ou quelqu'un qui ne se soucie pas réellement des vrais problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sujet à la critique ou à l'inquiétude en raison d'autres choses qu'il fait, comme des menaces envers des pays souverains. C'est la seule façon dont je peux répondre à votre question. Nous devons lui reconnaître le mérite qui lui revient et le tenir responsable là où il doit l'être. Et il est difficile de faire l'un ou l'autre, car tout cela est tellement enfoui dans l'idéologie de gauche, les aspirations libérales et les haines. Cela complique les choses. Paul, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, en Ukraine, à Taïwan, en Chine, et maintenant avec l'Iran, si tu te mets à la place des dirigeants de ces pays, comment peux-tu même commencer à comprendre comment traiter avec les États-Unis sous l'administration Trump? Parce que c'est tellement difficile, comme tu l'as mentionné, de comprendre ce qu'ils veulent. Chaque jour, à chaque instant, Donald Trump sort avec une nouvelle rhétorique. Je suppose qu'en Russie, il se demande quel est l'objectif, quels sont les principaux buts des États-Unis sous l'administration Trump.
objectives of the United States under the Trump administration. You've mentioned the cases of the internal policy of the current administration. Vous avez mentionné la politique intérieure de l'administration actuelle, mais lorsque l'on regarde les États-Unis de l'extérieur, on voit leur politique étrangère partout. Je veux dire partout, même dans le cas du Groenland. C'est incroyable, personne ne comprend ce qui se passe. Est-ce une forme de pouvoir? Est-ce censé être une démonstration de force? Pense-t-il vraiment que cela montre que Donald Trump est un président puissant? J'affirmerais qu'aux yeux des dirigeants étrangers, cela ressemble plutôt à une forme de faiblesse de la part des États-Unis. Quand on change constamment de position, personne ne sait ce que l'on fait. Eh bien, cela peut être une forme d'intimidation que Trump utilise pour faire pression sur les gens. Ce qui est le plus étonnant, c'est que malgré ses traits de caractère chez Trump, Poutine veut toujours négocier avec lui. Les Iraniens veulent toujours négocier avec lui. Pourquoi? Comment peuvent-ils faire confiance à un quelconque accord qu'il conclurait? Trump a déjà dit qu'il n'avait pas besoin du droit international, qu'il faisait sa propre loi. Alors, que vaudrait un tel accord? Il ne vaudrait rien. Alors pourquoi Poutine parle-t-il chaque jour de sa volonté de négocier avec Trump? C'est stupide. Pourquoi fait-il cela? À quoi servirait l'accord? Même s'il en obtenait un, il ne servirait à rien. Pourquoi le président iranien, alors qu'il est violemment attaqué par l'Amérique, exprime-t-il sa volonté de négocier? Cela envoie le signal que ce sont la Russie et l'Iran qui sont effrayés, apeurés et faibles. Eh bien, cela ne fait qu'encourager davantage ce comportement. C'est la partie que je ne comprends pas. Je peux comprendre Trump mieux que je ne comprends Poutine et le président iranien, ou, d'ailleurs, les Chinois. De toute évidence, depuis Biden, les États-Unis sont en train d'abandonner la politique d'une seule Chine, mise en place dans les années 1970 par le président Richard Nixon. Cela fait 50 ans que la politique américaine affirme qu'il n'existe qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Et voilà que tout à coup, on dirait que nous revendiquons la Chine comme la nôtre, de la même manière que nous avons revendiqué le Groenland. Et nous affirmons que le pétrole du Venezuela nous appartient. Et la Chine ne se rend pas compte que si Taïwan nous appartient, cela implique que notre marine sera là pour le défendre. Nos missiles seront là, à Taïwan. Et pourtant, ils ne font rien. Voilà ce qui me dépasse. Il ne peut être plus clair qu'à Washington, la Russie, l'Iran et la Chine sont considérés, sans aucun doute, comme des ennemis qu'il faut détruire. Et les trois agissent comme s'ils pouvaient conclure des accords avec un pays qui les considère comme des ennemis à détruire. Mais pourquoi diable ferait-on confiance à un accord avec un tel pays? Et pourtant, les trois continuent de radoter. Nous voulons un accord. Voilà le vrai mystère, Nima. Je pense, Paul, que tu as mentionné quelque chose d'important, un point clé concernant la manière dont d'autres dirigeants, comme ceux de Chine, d'Iran et de Russie, se comportent, et la façon dont cela va être perçu. Tu as partagé ton opinion, mais penses-tu que Donald Trump considère ce genre de comportement de leur part comme un signe de faiblesse? Ouais. Bien sûr. Comment se fait-il que ces dirigeants ne comprennent pas cela? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose depuis des années. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Tu sais, c'est presque comme s'ils étaient incapables d'accepter la réalité. Ils ne vont pas reconnaître le fait que, regarde, on voit ça encore et encore. Avec Poutine, par exemple, quand la flotte de bombardement stratégique russe a été attaquée par les États-Unis, ou peut-être que c'était la Grande-Bretagne, l'un ou l'autre devait s'occuper du ciblage pour cette attaque. Qu'a fait Poutine? Il a dit « Oh, ce n'était pas un acte de guerre,
c'était juste un acte terroriste. Je n'ai rien à faire. Et quand nous ou les Britanniques, ou je crois que c'était nous, avons essayé de l'assassiner chez lui, il a dit « Oh, c'était juste un acte terroriste ». Les Russes savent avec certitude que les États-Unis ont fait exploser le gazoduc sous-marin, mais il ne l'a jamais dit. Il n'a pas envoyé de facture à Washington pour les coûts de réparation. Il n'a jamais mentionné que c'était Washington. Il dit « Nous savons qui l'a fait », et tout cela, mais il ne nomme jamais les responsables. Alors quand Washington voit cela, ils en concluent qu'il est soit effrayé, soit indécis, soit qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, que pouvons-nous leur faire ensuite? Apparemment, Poutine a convaincu Washington qu'il ne réagirait à rien. Et tout ce que font les Chinois, c'est parler. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ne font que parler. Et l'Iran, malgré toutes les menaces visibles, est resté là à laisser son avantage stratégique se perdre. And let its strategic advantage go to waste. And currently, the news reports we do get Et actuellement, les informations que nous recevons indiquent que les États-Unis envoient de plus en plus de forces dans la région iranienne. Des avions transportent des missiles que nous déployons un peu partout, y compris au Qatar. Davantage de navires de guerre sont envoyés, des porte-avions sont envoyés, davantage de chasseurs et de bombardiers sont envoyés. Des troupes sont envoyées. Et cela ne dit rien au président iranien. Ce sont des informations publiques. Tout le monde peut voir que cela se passe, et cela ne dit rien au président iranien. Voilà donc les vraies questions. Et je ne sais pas quelle est la réponse. Comme je le dis, ce sont mes questions. Je les ai posées encore et encore. like I say, these are my questions. I've asked them over and over. Paul, Paul, quand tu regardes la situation au Groenland, tu as mentionné la Russie, la Chine et l'Iran. Mais il semble que la même chose se produise aussi en Europe. Ils ont envoyé toutes leurs armes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Et maintenant, ils n'ont plus grand-chose. En plus de cela, ils dépendent totalement des États-Unis pour l'énergie. Et avec le temps, on dirait qu'ils deviennent encore plus dépendants. En ce qui concerne le Groenland, ils ne peuvent tout simplement rien faire. Alors, les Européens se comportent-ils de la même manière que les autres pays que tu as mentionnés? Oui. As you mentioned about other countries? Yes. Eh bien, vous voyez que la chancelière allemande et un autre membre de l'UE ont déclaré « Hey, nous devons nous réconcilier avec la Russie et recommencer à lui parler. » Alors, que ce soit simplement une manœuvre pour empêcher Trump de voler le Groenland au Danemark. Peut-être que ce n'est que ça, qu'ils ne le pensent pas vraiment. Ils disent cela pour que Trump ne vole pas le Danemark, ou peut-être qu'ils le pensent vraiment. Si c'est le cas, cela montre qu'ils ont enfin compris qu'ils allaient eux aussi être exploités. Ce n'est qu'une question de temps. Et qu'ont-ils que Washington désire? Peut-être qu'ils y réfléchissent maintenant. Mais il est vrai qu'en détruisant le gazoduc et avec les sanctions, Trump a brisé les liens de l'Europe avec la Russie, ses liens économiques, et l'a isolé de la Russie, la rendant ainsi réellement dépendante des États-Unis. Donc, d'une certaine manière, l'Europe est devenue une sorte d'État marionnette. Et c'est peut-être ce que Trump veut. Il laissera les gens en poste tant qu'ils feront ce qu'on leur dit de faire. Mais vous savez, comment pourrions-nous le savoir? Je ne pense pas que les Européens aient un sens très fort du nationalisme. Les ethnies européennes, les Allemands, les Français, les Italiens, les Britanniques n'ont plus une forte conscience d'eux-mêmes. Cela a été affaibli par des décennies de propagande et par l'assimilation du nationalisme ethnique au nazisme. Ils ont donc peur d'être nationalistes, tout simplement. On le voit avec la France, qui interdit à Marine Le Pen de se présenter à la présidence, alors même que son parti est le plus important. Et pourquoi est-elle interdite? Parce qu'elle est nationaliste française.
Cela les inquiète, les effraie. Donc je ne pense pas qu'il reste beaucoup de force en Europe. I don't think there's any strength in Europe. I certainly don't think that Europe. Je ne pense certainement pas que l'Europe soit capable d'entrer en guerre avec la Russie. Alors, essayez de dire ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est la façon qu'a Trump de démanteler l'OTAN. Peut-être qu'il a décidé que l'OTAN est un fardeau, qu'il doit obtenir trop d'autorisation avant de pouvoir agir. Donc, nous n'en avons pas besoin. Débarrassons-nous simplement de l'OTAN. Et comment se débarrasser de l'OTAN? Eh bien, on va s'en prendre au Danemark. Voyez, personne n'a jamais expliqué pourquoi Trump veut le Groenland. Trump n'a jamais dit pourquoi il le voulait. Il affirme que c'est pour des raisons de sécurité nationale. Eh bien, cela n'a aucun sens. Il n'y a ni navires, ni troupes russes ou chinoises autour du Groenland. Ils n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour le Groenland. Son excuse de sécurité nationale est donc clairement inventée. Elle est fausse. Alors, quelle est la vraie raison? On se dit d'accord, c'est pour les ressources. If we say, okay, it's resources, well, how thick are those ice sheets? Eh bien, quelle est l'épaisseur de ces calottes glaciaires? Si ces calottes glaciaires sont vraiment épaisses, comment allez-vous forer pour le pétrole ou exploiter des mines? Comment accède-t-on aux ressources? Donc, je pense qu'on peut écarter l'argument de la sécurité nationale. Je pense qu'on peut aussi écarter l'argument des ressources. Je veux dire, si on pouvait accéder à ces ressources, quelqu'un l'aurait déjà fait. Alors peut-être que le but, tout simplement, c'est que c'est sa manière de démanteler l'OTAN. Et bien sûr, l'OTAN a fait semblant qu'elle allait agir. Mais si vous regardez ce qu'ils allaient réellement faire, eh bien, chaque pays de l'OTAN allait envoyer 15 soldats. 15. C'est même pas assez de troupes pour patrouiller un pâté de maison, non? Donc, au final, on ne peut pas vraiment en tirer une explication cohérente. La seule qui tienne un peu la route, c'est qu'il a compris que c'était un moyen de briser l'OTAN et qu'il pourrait ainsi s'en débarrasser. Et il n'a pas à se soucier de ce qu'il pense de quoi que ce soit. Il peut simplement vaquer à ses affaires. Je pense que Poutine, l'Iran et la Chine l'ont convaincu qu'il ne se mettrait pas en travers de son chemin. Alors il se débarrasse du reste, ses soi-disant alliés, qui ne pouvaient pas non plus l'en empêcher. Et lorsqu'il a déclaré qu'il n'avait pas besoin du droit international, qu'il était sa propre loi, il disait en réalité « Je n'ai besoin de personne ». C'est ce qu'il dit. Je ne serai pas contraint, même pas par la loi. Et bien sûr, la gauche américaine affirme qu'il n'est même pas contraint par la loi américaine. Alors, qu'en déduire? Je ne sais pas. Aucune idée. La vraie question, c'est à quel point est-ce dangereux? Est-ce qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, il pousse trop loin contre la Russie? Et Poutine ne peut plus tendre l'autre joue, ni reculer davantage, car il a déjà le dos au mur. Back up again because his back's already against the wall. He can't run any further. Il ne peut plus fuir et il doit faire quelque chose. Et que peut-il faire à ce moment-là? Rien, sauf réagir de manière très sévère. C'est ce qui m'inquiète à ce sujet. Quand les pays ne tiennent pas tête aux tyrans, ces derniers se comportent de plus en plus mal jusqu'à ce qu'ils doivent finalement être affrontés. Et alors, il faut recourir à des mesures désespérées. Il est facile de leur résister dès le départ. Plus on attend, Harry's Sarah, plus les mesures à prendre deviennent désespérées. C'est ce qui me préoccupe. Cela m'a préoccupé depuis le début de cette affaire, et cela devrait préoccuper tout le monde. Mais on n'en parle pas. Ce sont toujours des choses mineures, presque sans importance, dont les médias s'emparent, et la plupart des commentateurs aussi. Alors, que puis-je dire d'autre, Nima? So, what else can I say, Nima? Pensez-vous qu'il y ait un grand point d'interrogation dans l'esprit des Européens? Parce qu'ils pourraient se demander, qui sera le prochain dans l'hémisphère occidental? Est-ce que ce sera le Canada après le Groenland? Si Donald Trump atteint son objectif au Groenland, qui viendra ensuite?
Et que peut-il faire d'autre? Dans quelle mesure souhaite-t-il étendre ce type d'état d'esprit de la part des États-Unis? Je n'ai aucune idée de ce qu'ils pensent. Autant que je puisse en juger, le dernier dirigeant européen capable de réfléchir était Charles de Gaulle, et nous avons essayé de l'assassiner. Les Européens sont tout simplement incapables de penser. S'ils en étaient capables, auraient-ils laissé leur pays être envahi par des immigrés qui ne s'assimilent pas, qui provoquent d'innombrables problèmes économiques à cause de l'aide dont ils ont besoin, qui commettent des crimes terribles, qui violent des femmes européennes? Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils ruiné leur propre vie et leur propre perspective? Clairement, ils n'ont aucun bon sens. Trouve-moi un seul dirigeant européen qui ait assez de bon sens pour justifier son existence. Il n'y en a pas, sauf Marine Le Pen. Et ils veulent la mettre en prison. La seule qui ait un peu de bon sens, ils l'empêchent de se présenter aux élections. Je pense que nous faisons face à quoi? It's Eddie Arthur. Yeah. Donc tu sais, l'Europe est sans importance, et je pense que Trump veut s'en débarrasser. Alors c'est peut-être l'explication pour le Groenland. Mais je ne sais tout simplement pas. Vous savez, une des raisons pour lesquelles je sais que ce n'est pas une question de sécurité nationale, c'est qu'il n'existe aucun document de sécurité nationale concluant que si nous n'avons pas le Groenland, notre sécurité nationale est menacée. Un tel document n'existe pas. Je n'ai même jamais entendu cet argument. Et encore moins un document de sécurité nationale dans lequel le gouvernement des États-Unis aurait déterminé que sans le Groenland, notre sécurité nationale serait en danger. Nous n'avons pas eu le Groenland jusqu'à présent et nous n'avons jamais entendu dire que notre sécurité était menacée. Donc vraiment. Paul, you know what's so amazing about the situation in Ukraine is Paul, that the tu sais ce qui est si incroyable dans la situation en Ukraine? La guerre continue pendant qu'on parle. C'est une guerre sans fin. Il me semble que ce qui se passe, et qui va continuer à se passer, en Ukraine, c'est cette série interminable de discussions entre Vitkov et Kirill Dmitriev. Et qui sait, pourquoi ces gens se parlent-ils même? Pourquoi Sergei Lavrov, le maître de la politique étrangère russe, n'est-il même pas dans le tableau? C'est exact. C'est un processus peu sérieux, une négociation peu sérieuse. Ce Kirill Dmitriev, le russe, défend ses intérêts commerciaux, ceux de ses amis. Ses intérêts se trouvent en Occident et il veut les relancer. Le négociateur de Trump est un promoteur immobilier qui veille à ses propres intérêts. Il n'y a rien de réel dans leur discussion. Nous en avons déjà parlé. La seule véritable négociation serait entre Poutine et Trump. Ils devraient s'asseoir ensemble et Poutine devrait décrire la situation telle qu'il la voit et le remède qu'il envisage. Et Trump devrait comprendre cela et s'y adapter. Il devrait dire « Eh bien, je peux t'accorder la plupart de cela, mais pas tout. » Ou il faudra en introduire une partie progressivement. Nous ne pouvons pas retirer l'OTAN de vos frontières immédiatement. Il faudra du temps et des efforts pour y parvenir. Mais comme rien de tout cela ne se produit, j'en conclus qu'il n'y a aucun intérêt à ces négociations. Je ne comprends pas pourquoi les Russes le tolèrent. Je l'ignore complètement et je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait en découler. Je pense qu'une situation est en train de se développer où, tôt ou tard, les Russes devront se rendre ou se battre. Ce sera le seul choix. Poutine peut se soumettre à l'hégémonie américaine ou se battre. Et c'est ainsi que les choses évoluent. Pourquoi Poutine voudrait que cela aille aussi loin, ce qui supprime toute flexibilité, toute option,
toute capacité de manœuvre. Je ne le sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il se satisfait d'être sur une voie qui le met dos au mur, où il doit soit se rendre, soit se battre. Il ne mène aucun sens. Paul, do you think that the behavior of the Trump administration after all, Paul, penses-tu que le comportement de l'administration Trump, après tout, cela fait 1 an que Donald Trump est au pouvoir, président des États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Penses-tu, comme tu l'as mentionné, qu'en matière de politique étrangère, même dans le cas du Venezuela, il est allé jusqu'à tenter d'enlever le président du Venezuela? Mais selon toi, obtient-il le résultat qu'il recherchait? S'agissait-il d'un changement de régime? Était-ce le but que Donald Trump visait? Ou y avait-il autre chose? Parce que, comme tu l'as dit, même dans le cas du Groenland, personne ne sait vraiment quel est l'enjeu stratégique du Groenland. Et je ne vois pas non plus beaucoup de changements au Venezuela, même si l'opération est présentée comme un succès, comme Donald Trump essaie de le faire croire à tout le monde. Mais à quel point cela a-t-il vraiment été un succès au Venezuela, par exemple? but how successful was that in Venezuela, for example? Well, it may be very successful. That's what we're Eh bien, going to find cela out. pourrait très bien réussir. C'est ce que nous allons découvrir. Mais cela ne signifie pas que c'est la fin des options de Trump. On peut voir les choses ainsi. Trump veut clairement le pétrole et les mines. Il veut récupérer les ressources que les Américains contrôlaient avant qu'elles ne soient nationalisées dans les années 1970 et 90 par Chavez. Donc, il veut ces ressources. Comment va-t-il les obtenir? Eh bien, il semble qu'il se soit dit que c'est bien moins coûteux de les obtenir par l'intimidation que d'avoir à envoyer une force militaire. Alors, comment peut-il les intimider? Oh, je sais. Je vais arracher le président et sa femme de leur maison sous les yeux de tout le monde au Venezuela. Out of their home and right under the eyes of everybody in Venezuela. This will terrify the remains of the government. Cela va terrifier ce qu'il reste du gouvernement, et je pourrais obtenir la coopération de cette femme qui assume la fonction, la vice-présidente devenue présidente. Je lui dirais, nous laisserons tout en place, vous resterez en fonction, mais je serai le président et vous serez mon agente. After we had snatched Alors, que s'est-il passé peu de temps après que nous ayons enlevé Maduro et sa femme? Le chef de la CIA qui avait mené l'opération se trouvait au Venezuela, serrant la main de la nouvelle présidente, lui promettant une relation confortable avec Washington. Ainsi, la pression s'exerce sur les Vénézuéliens pour qu'ils acceptent l'hégémonie américaine. De cette façon, il n'y aura plus de bombardements, de naufrages de navires, ni de menaces militaires. bombings or sinking of ships or any more military threats, and the people in office can stay there. Et les personnes en poste pourront y rester, et les choses continueront comme avant. We'll be running the oil Mais les compagnies pétrolières américaines géreront les champs pétrolifères, et les compagnies minières américaines exploiteront les mines. and therefore La politique étrangère du Venezuela deviendra celle des États-Unis. Et par conséquent, le Venezuela ne sera plus lié à la Russie et à la Chine dans les accords commerciaux. Le pétrole vénézuélien ne sera plus exporté vers la Chine, et ainsi de suite. Donc, si cela fonctionne, et je soupçonne que les chances sont élevées que ce soit le cas, il aura atteint son objectif. Si cela ne fonctionne pas, il pourra alors intensifier ses actions, et tôt ou tard, cela finira par marcher. Je pense qu'il a la même tactique en tête pour le Mexique et Cuba. Je ne sais pas ce qu'il envisage pour la Colombie. I don't know what he's thinking about Colombia. You're getting into Colombia is a big country, so is Venezuela. Tu abordes un sujet complexe. La Colombie est un grand pays, tout comme le Venezuela, et ils ont des jungles. Les opérations militaires dans ces conditions sont difficiles. Nous avons complètement échoué au Vietnam. Donc je pense que Trump préférerait atteindre ses objectifs sans avoir à déployer de troupes au sol. Troops on the ground. Oui, je pense qu'on peut voir ce qu'il a fait comme une approche calculée et intelligente pour subvertir le pays.
C'est un changement de régime, mais tout le monde reste en place. C'est ce qu'il aimerait faire en Iran. Et il se peut bien que toute la pression qu'il continue d'exercer sur l'Iran mène à quelque chose de ce genre. Là où l'Iran ne perd pas officiellement la face, mais où il ne deviendra tout simplement pas membre des BRICS ni de la route de la soie chinoise. Et les Iraniens pourraient se dire, eh bien cela nous épargne davantage, cela préserve nos positions. Nous sommes toujours là, nous pouvons encore prélever un peu sur le budget ici et là, et nous pouvons continuer à faire semblant d'être indépendants. Il se peut donc que Trump soit simplement intelligent. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est une explication. Et si j'étais Trump et que j'y réfléchissais, c'est la première option que je choisirais. Ouais. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, merci Nima pour tes questions provocantes qui m'ont fait réfléchir. Nous avons besoin de beaucoup de réflexion et de beaucoup de prise de parole, car tout cela comporte des risques extraordinaires. Ceux qui agissent sont peu nombreux et la majorité n'en a pas conscience. Nous pourrions finir par sacrifier la vie sur Terre aux ambitions de quelques-uns. Exactement. Reste encore quelques minutes, si tu peux. Bien sûr, Paul.